je suis postdoctorante dans l'équipe de biostatistique en grande dimension et aujourd'hui je vais vous parler d'une étude d'utilisation des traitements hormonaux de la ménopause qui est toujours en cours et qu'on est en train de mener à partir des données du SNDS. C'est une étude qui s'inscrit dans un projet plus ample qui s'appelle ABCMed et sur lequel je vais revenir plus tard dans la présentation. Du coup, les traitements hormonaux de la ménopause, comme leur nom l'indique, sont principalement indiqués pour traiter les symptômes de la ménopause, que ce soit les symptômes vasomoteurs ou les symptômes urogénitaux. Et ils consistent principalement d'un estrogène qui peut être administré par voie systémique sous forme de gel ou des patchs transdermiques ou par voie orale sous forme de gélules comprimées. Mais on a également des estrogènes qui sont administrés par voie locale sous forme de crème vaginale. Et depuis les années 80, après des épreuves qui ont montré un surrisque de cancer de l'endomètre qui était associé à l'utilisation des estrogènes, on associe à ces traitements également un progestatif. Au-delà de leur indication pour les symptômes de la ménopause, historiquement, ces traitements étaient aussi beaucoup prescrits et pour le coup pour des durées plus longues dans la prévention de l'ostéoporose. Et en début des années 90, il y a eu plusieurs études qui montraient qu'elles pourraient être efficaces, ou en tout cas qu'ils pourraient avoir un rôle bénéfique dans la prévention de maladies cardiovasculaires. Ce qui a fait que leur utilisation a beaucoup augmenté dans les années 90 pour atteindre un pic autour des années 90 avec autour de 35 millions de femmes utilisatrices dans le monde. Il y a des choses qui se sont passées, des nouvelles épreuves sur la balance bénéfice-risque à la fin des années 90 et début des années 2000. Au-delà du cancer de l'endomètre qui était documenté, il y avait quelques essais randomisés et des études de cohorte prospectives qui montraient qu'elle était associée avec un surrisque de cancer du sein invasif, notamment lorsqu'on utilisait des traitements par voie systémique, mais également avec des événements cardiovasculaires, contrairement à ce qu'on pensait sur le rôle bénéfique pour ces maladies. Cela a entraîné une révision des recommandations des traitements partout dans le monde, en commençant par les États-Unis. Et en France, les recommandations qui sont toujours actuelles datent depuis 2004. Et en gros, la recommandation, c'est de le prescrire en cas de troubles climatériques gênants, à la dose minimum efficace et pour la durée la plus courte possible. Et en termes de schéma du traitement, il est recommandé de prescrire un estrogène associé avec un progestatif chez les femmes qui ont un utérus intact pour les protéger du risque de cancer de l'endomètre, et par des estrogènes seuls chez les femmes qui ont souffert d'une hystérectomie et que du coup ils ne sont plus à risque de faire un cancer de l'endomètre. Dans ce contexte, suite à ces nouvelles épreuves et au changement de recommandation, on a vu une chute dans leur utilisation juste après, avec des niveaux qui semblent se stabiliser autour des années 2010, mais toujours à des niveaux élevés, avec autour de 12 millions d'utilisatrices dans le monde. Voilà. Et plusieurs études, notamment sur le cancer, l'association ou la relation causale entre les THM et le cancer du sein ont été menées depuis. Une méta-analyse récente qui a été publiée en 2019 montre un surrisque qui augmente avec la durée d'utilisation, qui persiste également après l'arrêt du traitement, et qu'il est plus élevé lorsqu'on utilise un traitement qui associe un progestatif à l'estrogène. Et en sachant que pas toutes les molécules de progestatif ou d'estrogène ont le même profil de risque et que dans les différents pays, on utilise des molécules qui sont différentes. Dans ce contexte, si on veut estimer le fardeau de cancer du sein qui serait dû au THM, il nous semble nécessaire de connaître l'utilisation dans la population générale, et c'est l'objectif de l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, qu'on est en train de mener à partir de l'échantillon de 2% du SNDS. C'est une base de données qui s'appelle le SND. Voilà. Et nous, on a ciblé toutes les femmes qui sont âgées de 40 ans ou plus entre 2010 et 2022. Et on considère qu'elles sont exposées au THM si elles ont eu au moins 2 remboursements d'estrogènes systémiques sur une durée de moins de 12 mois. Et pour identifier les schémas de traitement, on s'appuie sur les données de délivrance de médicaments, donc d'estrogènes et de progestatifs. Et on va considérer que les délivrances des médicaments qui associent un estrogène et progestatif, donc qui contiennent les deux hormones
ainsi que les délivrances d'estrogènes seules, mais qui sont suivies dans un délai de moins de 3 mois par une délivrance de progestatif, vont nous indiquer un schéma de traitement par estrogène et progestatif, alors que les délivrances d'estrogènes seules vont nous indiquer un traitement par des estrogènes non opposés. Ensuite, la question qu'on s'est posée, c'était d'identifier des périodes d'utilisation. Et pour cela, puisque nous, on n'a pas de données dans les bases de données administratives, on ne connaît pas la posologie prescrite par le médecin ni les indications du traitement, on fait quelques hypothèses. Du coup, on va considérer que chaque boîte d'estrogène va couvrir une période de 30 jours de traitement et que la consommation de ce traitement va commencer le jour même de la délivrance. Ensuite, on considère également que le traitement il est fini, donc tout ce qu'une femme s'est acheté, elle le consomme avant le prochain réapprovisionnement, donc on ne permet pas de stock. De l'autre côté, on permet une période de grâce de 30 jours maximum, c'est-à-dire que si on observe une pause, on va considérer que dans les deux cas de figure, il s'agit quand même d'un même épisode d'exposition, alors que lorsqu'on a plus de 30 jours de pause entre les traitements, on considère qu'il s'agit de deux épisodes distincts d'exposition. En faisant cela, on a identifié dans l'ESND un peu plus de 474 000 femmes qui étaient âgées de 40 ans ou plus entre 2010 et 2022. Et parmi elles, il y avait environ 126 000 qui avaient eu au moins une délivrance d'estrogènes durant la période, que ce soit des estrogènes par voie systémique ou par voie locale. Et ensuite, on a exclu des femmes pour lesquelles on avait quelques incohérences sur les dates de décès. Les femmes qui étaient exposées exclusivement à des estrogènes par voie locale, et aussi des femmes que nous, on a considérées comme utilisatrices occasionnelles d'estrogènes, puisqu'elles avaient des délivrances d'estrogènes, mais qui étaient espacées de plus de 12 mois. En faisant cela, on a identifié 15 257 femmes qui utilisaient des THM, mais qui avaient commencé leur traitement avant 2010, 16 864 qui ont initié le traitement entre 2010 et 2022, ce qui nous ramène à un total de 32 121 utilisatrices de THM systémique sur la période de 2010 à 2022. Si on regarde l'utilisation chez les femmes qui ont initié le traitement durant la période, on voit que leur âge médian à l'initiation était à 51 ans, donc autour de l'âge médian de la ménopause en France, et qu'elles étaient exposées pour une durée cumulée médiane de 1,4 années d'utilisation, avec une variation quand même importante. Et cette utilisation se répartissait sur 4 épisodes de traitement en médiane de 3 mois par épisode et qui étaient espacés par des pauses de 3 mois en médiane. Si on s'intéresse au schéma d'utilisation, on a trouvé que 54,4% des femmes étaient associées à des estrogènes, étaient exposées à des associations d'estrogènes et progestatifs. 19% des femmes ont utilisé des estrogènes seuls, alors qu'on a presque 27% des femmes qui ont changé de schéma de traitement durant la période, donc ils ont passé d'un traitement à l'autre. L'estrogène qui est principalement et quasi exclusivement consommé en France, c'était l'estradiol, et majoritairement par voie cutanée exclusivement. Et en termes de molécules progestatifs, chez les femmes qui ont utilisé des traitements combinant des estrogènes et progestatifs, donc presque 60% consommaient de la progestérone, donc c'était la seule molécule qu'elles avaient utilisée en termes de composants progestatifs, suivie par la dihydrogestérone. Il y avait pourtant 20% des femmes qui changeaient de molécule durant leur traitement. En termes de prévalence, on a observé une diminution sur la période. On passe de 4,2% en 2010 à 2,1% en 2022. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe par tranche d'âge, on voit que la prévalence d'exposition la plus élevée, on l'a observée chez les femmes qui étaient âgées de 55 à 59 ans, qui sont suivies par les femmes âgées de 50 à 54 et de 60 à 64, avec toujours cette tendance de diminution sur la période. Et on voit également que l'exposition n'est pas négligeable chez les femmes qui sont âgées de 65 ans et plus non plus. Voilà, nous avons rencontré quelques difficultés dans cette étude descriptive qu'on pensait beaucoup plus simple au début.
et notamment sont liées à l'utilisation des bases de données administratives pour identifier les traitements. Donc, puisqu'on ne connaît pas les posologies prescrites, il y a quelques difficultés dans la reconstitution des schémas de traitement. Ensuite, on n'a aucune information sur le statut postménopausique, en tout cas sur l'indication du traitement. Et aussi, dans le SNDS, on n'a pas tout l'historique de consommation des femmes, on est limité à un historique de données qu'à partir de 2006. Dans les perspectives de cette étude, au-delà de finaliser les analyses sur les traitements systémiques, on souhaite également caractériser les traitements par voie locale et on souhaite élargir l'étude et le mener sur l'entrepôt exhaustif SNDS et non pas sur l'ESND. Et notre objectif serait de pouvoir estimer le nombre d'utilisatrices en fonction de la durée d'utilisation et le délai depuis l'arrêt du traitement. Et dans le sens plus large, on souhaite également évaluer l'utilisation des THM dans d'autres pays en Europe, dans des cohortes prospectives, notamment la cohorte EPIC, la cohorte Novak en Norvège et aussi dans UK Biobank, mais également au Danemark et en Suède à partir des bases de données administratives. Et cette étude, comme je disais au début, s'inscrit dans un projet qui est plus ample et qui s'appelle ABCMET, et dont l'objectif c'est de développer une approche intégrée pour une meilleure quantification du risque de cancer du sein qui serait attribuable au traitement hormonal de la ménopause. Et ce projet a 3 objectifs spécifiques qui sont organisés dans 3 work packages. Le premier vise à affiner l'analyse causale de la relation entre les THM et le cancer du sein à partir de la cohorte 3e, en prenant en compte la dynamique des expositions au traitement au fil du temps. Dans un deuxième work package ou dans un deuxième objectif, porte sur l'estimation de la fraction de risque attribuable en population et s'appuie sur des développements méthodologiques. Et le troisième objectif dans lequel s'encadre cette étude dont je viens vous parler porte sur l'utilisation de THM en population française, mais également dans les autres populations européennes, avec l'objectif final principal de pouvoir estimer ou améliorer l'estimation du fardeau du cancer du sein qui est dû au traitement hormonal de la ménopause. Et c'est un projet qui est mené qui est porté par un niveau de l'équipe biostatistique en grande dimension et qui est porté en collaboration avec 2 autres équipes du CSP, l'équipe Exposome Hérédité, également soins primaires et prévention, et aussi une équipe du CIRC. Et je profite pour remercier les membres du projet et je vous remercie également de votre attention.